Le plus grand fan du hockey nord-américain, c'est moi. Le meilleur descripteur de la partie de hockey, qui commence toujours ses reportages en disant « La plus cordiale des bienvenus à ce match », c'est Martin McGuire. Mario Grenier aime Martin McGuire. Bon matin, Martin. Bon matin, Mario. Merci de me recevoir. Ouais, hey, c'est impressionnant parce que le jour où je t'appelle pour te dire, Martin, ce serait le fun parce que moi, honnêtement, je suis le plus grand fan de hockey, mais du Canadien de Montréal. Et la période où les Nordiques étaient chez nous à Québec, j'ai pris pour les Nordiques, mais un peu en hypocrite. Parce que, aussi loin que je me rappelle, TQ avec mon père, je regardais les matchs, j'avais le droit de regarder la première période, puis à un moment donné, j'étais assez vieux pour écouter la deuxième, puis à un moment donné, être capable d'écouter les 3 périodes. Et j'ai grandi avec l'annonce du chef Boyardi qui annonçait sa sauce aux tomates. Et après ça, c'était René Lacavalier, c'était les matchs du Canadien de Montréal. Et j'ai toujours trippé sur ce jeu-là. Et un jour, je travaillais avec Stéphane Rousseau, Pierre Vézina, qui est le journaliste sportif, prend des vacances et il y a un gars qui arrive qu'on connaît pas. Je sais pas d'où c'est que t'arrivais en habit, cravate, avec un attaché-caisse à 5 heures. Écoute, t'arrivais avant moi, c'est pas compliqué. Avant l'émission, Martin se présentait, il était sérieux, lisait les journaux, prenait des notes. Et puis Stéphane puis moi, les notes, on les prenait à partir de 6h01. Et c'est là que j'ai rencontré Martin McGuire. Et il n'y a rien qui me laissait présager que tu étais pour devenir une sommité dans la description des matchs de hockey. Martin, à partir de quel moment tu te rends compte que tu as ce qu'il faut pour faire ce travail-là? Honnêtement, j'avais à peu près 6 ans. Ah oui. Puis je m'explique. Quand tu racontais ton histoire et ton attachement avec le hockey, puis moi j'ai été imprégné par ce sport-là, d'abord par un peu la pratique qui a commencé à peu près cet âge-là, mais aussi parce que quand j'ai commencé à savoir lire comme il faut, je me suis mené dans le journal, dans le Soleil, puis dans le Journal de Québec où je suivais les Nordiques et tout ça, puis je me suis mis à écouter les matchs à la radio. À l'époque, on avait un match par semaine à la télé, le match du samedi. Après ça, on s'est mis à voir les Nordiques là, dans un canal local à Québec. Là, mais si tu voulais suivre une équipe de hockey dans le temps, c'était à la radio. Alors, je suis devenu un freak de radio. Je m'enfermais dans ma chambre avec des écouteurs. J'écoutais les tribunes téléphoniques, puis les matchs, puis je m'endormais avec les matchs sur un petit radio là, qu'on appelle transistor dans le temps. AM, ça grichait là, s'il était mal placé. Ça témoigne de notre âge, malheureusement. Mais c'est comme ça que c'est venu en moi, cette affaire-là. Puis, tu sais, la vraie chance que j'ai eue de faire des matchs à la radio, c'était en 1994. Les Harfans de Beauport, qui sont les ancêtres des Remparts aujourd'hui, étaient présentés à la radio. Et la personne qui faisait ces matchs-là a dû quitter pour aller faire les Olympiques à l'Île-à-Mer. Alors, on avait besoin d'un descripteur, puis on m'a demandé si j'avais déjà fait ça. J'ai dit, ben oui, j'ai déjà fait ça. Alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Sauf que quand tu te conditionnes, puis quand tu rêves à quelque chose et quand c'est imprégné, j'imagine que c'est la même chose pour quelqu'un qui veut devenir comédien ou qui veut devenir chanteur ou peu importe dans la vie. Quand on désire quelque chose, ben à un moment donné, quelqu'un nous donne l'opportunité, puis on y va, puis on saute, puis c'est même pas quelque chose d'énervant pour nous autres parce que c'est quelque chose auquel, je dirais pas qu'on se conditionne, mais ce à quoi on rêve depuis longtemps. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait, puis tranquillement, pas vite, il y a des gens qui se promenaient en auto pendant que je travaillais, qui ont écouté, puis qui ont dit « Hey, peut-être que je pourrais donner une chance à ce gars-là. » C'est arrivé comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, tu avais deux choix, Martin. Soit que tu faisais la description des matchs de hockey ou tu devenais encanteur. C'était un des deux.
Parce que la vitesse à laquelle tu parles, c'est quoi? C'est sûr que dans l'espace-temps, le moment où vous allez regarder le podcast avec Martin, le tournoi des joueurs dans le monde du golf va être terminé. En fait, ça va être passé depuis longtemps, mais je regardais le match en fin de semaine. Et puis, tu connais mon attachement et mon amour pour le golf, pour le jeu. Je trouve que la description à la télé, c'est magnifique. Évidemment, quand on est sur place, on se rend compte que ces gars-là sont tous des magiciens. Et je me disais, si Martin McGwire faisait la description d'une ronde de golf, ça donnerait quoi? On pourrait s'attendre à quoi? Je me suis jamais posé la question parce que non, mais je vais te dire bien franchement, j'ai jamais eu de vibration pour le golf. Premièrement, je suis un très mauvais joueur de golf. Très, très mauvais joueur de golf. Mes temps libres, je les passe sur mon vélo ou mes skis. C'est un des deux. Les skis, j'ai quasiment pas le temps. Alors, c'est du vélo, principalement. Puis en même temps, mais j'ai fait d'autres sports. J'ai décrit un peu de course automobile à la radio. J'ai fait du tennis. Il s'était jamais fait de tennis à la radio en français. Et j'ai eu la chance de le faire pour la première fois. Et ça a été une expérience, tu sais, j'ai touché à une coupe d'affaires quand même à la radio, mais le golf, honnêtement, j'ai jamais pensé. Mais tu te rends compte, Martin, que tu te vois décrire, on t'entend décrire le golf. Justin Thomas frappe la balle, il marche. Tu sais, c'est pas ta tasse de thé. Toi, faut vraiment que ça bouge. Un jour, je reçois Roger Brulotte dans mon émission de radio, et Roger m'a avoué, parce que lui faisait aussi les matchs à la radio, et il m'a avoué un jour, pour en mettre plein la vue, pour faire le spectacle, raconter que le coureur contourne le troisième but, s'avance vers le marbre, glisse, et il est sauve. Mais dans les faits, il n'a pas glissé pantoute. Il est arrivé en courant, même en ralentissant. Mais c'était pour donner un feeling de spectaculaire à sa présentation. Est-ce que ça t'arrive de romancer des jeux pour en mettre un peu plus que le client demande, Martin, dans tes descriptions? Vous êtes, Mario, condamné, malheureusement, chers auditeurs, à voir les trucs à travers mes yeux. Alors, je parle à des gens, je parle à des aveugles quand je fais des matchs à la radio. Sauf que moi, j'ai pas l'impression que j'en mets trop ou que j'en mets plus. J'en mets à la sauce McGwire. Je vous transmets les choses telles que je les vois. Et il y a une chose que j'ai quand même travaillé avec les années. À la radio, Mario, le secret, c'est d'être capable de garder les gens le plus longtemps possible. Les gens nous écoutent beaucoup dans les voitures maintenant. Puis moi, je m'imagine souvent là, la personne qui arrive dans son driveway, là, dans son entrée de cour, là, puis moi, je veux le garder dans son char. Je veux le garder dans son char avant qu'il débarque. Alors, ce que je vais faire, souvent, je vais mettre un peu d'emphase. J'ai développé des trucs comme, par exemple, là, en fusillade. Une fusillade, c'est spectaculaire. Mais quand un gardien de but reçoit la rondelle dans la bédaine, dans le logo là, sur le chandail, c'est pas spectaculaire. Sauf que quand tu y penses comme il faut, s'il reçoit la rondelle dans le logo, c'est parce qu'il était bien placé. C'est parce qu'il s'est déplacé au bon moment. Alors, tu sais, la phrase, c'est « il a rien donné » parce que c'est vrai. Sauf que dans mes yeux, si vous êtes assis dans le salon puis vous regardez ça à la télé, peut-être qu'une rondelle qui frappe le logo, ça vous allumera pas trop. Sauf qu'à la radio, moi, je suis en train de vous expliquer que le gardien de but est bon parce que il a donné aucun angle de tir, aucun trou à son tireur. Alors, est-ce que je travaille comme ça? Oui. Je comprends. Sauf que c'est à travers mes yeux. Puis ça reste la réalité quand même. Martin, est-ce que ton travail est un travail où tu travailles pour le Canadien de Montréal ou tu travailles pour les auditeurs qui sont à l'antenne et qui veulent pas manquer le match? Est-ce que les journalistes qui sont sur Montréal, qui font la description soit RDS, soit de ton côté à la radio, est-ce que tu es d'abord et avant tout un fan du Canadien de Montréal? Je suis d'abord et avant tout au service des auditeurs.
Ouais. Je leur raconte quelque chose qu'ils n'ont pas la chance de voir. C'est pour ça que Danny et moi, avec qui je travaille depuis 19 ans maintenant, notre première responsabilité, nos premiers boss sont ceux qui écoutent. Alors, un chat noir, faut que ça continue à s'appeler un chat noir. Sauf que la langue française nous donne plusieurs mots, puis je pense qu'on s'est toujours donné la responsabilité de pas attaquer les personnes, de pas diminuer l'intégrité des personnes, parce que c'est facile de tomber là-dedans, dans l'excès, là, l'excès verbal. On essaie de pas le faire. Puis la particularité, peut-être pour les gens qui nous regardent au moment où ils sont disponibles pour le faire, le savent pas, mais le Canadien est une des seules équipes de la Ligue nationale à ne pas employer ses commentateurs. Les commentateurs télé et radio, anglais, français, du Canadien de Montréal sont des employés des médias qui diffusent. Alors, on n'est pas des employés de l'équipe et on n'agit pas comme des employés de l'équipe. Puis je pense que on gagne le respect des gens à dire les choses telles qu'elles le sont, Mario. Un mauvais match, c'est un mauvais match. Un mauvais but, c'est un mauvais but. Puis l'inverse est aussi vrai. Rappelle-toi, parce que le hockey, c'est des joueurs, c'est un entraîneur, c'est des arbitres, mais c'est aussi des êtres humains. Des êtres humains. Rappelle-toi la présence de Patrice Brisebois au sein de l'équipe. La catastrophe. À tous les soirs, parce qu'il est francophone, parce qu'il commet des erreurs, il commet des revirements. Il en commettait pas vraiment plus que certains autres autour, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Et est-ce que tu fais partie de la description des matchs où Brisebois était sur la patinoire déjà? Oui. Oui, et j'étais là le soir. J'étais là le soir où Bob Gainey a pris sa défense. Oui. J'étais là le soir où Bob Gainey est sorti dans les médias pour dire « c'est assez ». Laissez-le tranquille, c'est de l'acharnement, c'est assez. Puis j'ai trouvé que c'était... Non, puis j'ai trouvé que c'était une bonne sortie. À un moment donné, là, ça fera, comme on dit en bon québécois, parce que il y a un phénomène d'entraînement là-dedans. Tu sais, ça devient une tête de Turc. Comme à un moment donné, notre ami David Desharnais est devenu la cible tout à coup de certains médias anglophones, malheureusement. Là, puis c'est pas une histoire. Je veux pas en faire une histoire de français-anglais encore, mais tout à coup, il était devenu la cible. Il était le responsable des malheurs du Canadien. C'est plate, là, mais les partisans du Canadien qui ont hué savent pas à quel point ça fait mal, Mario, puis je te le raconte en 27 secondes d'écart. Quand je suis arrivé, parti de Québec pour arriver à Montréal, j'ai pas fait de la description immédiatement. J'ai travaillé avec Mario Langlois comme coproducteur à son émission Au contenu, à la recherche. Et je me souviendrai toujours, Mario, on était à enregistrer une entrevue portrait là, de 30 minutes avec le Boomer. Avec Monsieur Geoffrion. Monsieur Geoffrion s'est mis à pleurer avec Mario Langlois. On a dû arrêter l'enregistrement quand il a évoqué le premier soir où il a été hué au Forum. Puis ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que M. Geoffrion avait les cheveux très grisonnants, ça faisait longtemps, on lui avait témoigné l'amour qu'il méritait, puis on avait comme passé par-dessus du côté des partisans, mais l'homme était resté blessé, marqué par ça. Tu sais, on a eu un adversaire, là, Piquet Souban, quand il allait jouer à Boston, c'était sa nourriture. Tu sais, les gens de Boston étaient debout pour le huer. Piquet jouait ses meilleurs matchs pour le Canadien à Boston. Ça, c'est une affaire. Tu hues un gars qui a un chandail qui est pas de la même couleur que ceux que t'aimes. Mais ça quand tu hues les tiens, tu sais, je me souviens d'une intervention assez cassée sport dans le temps où on avait parlé de Carey Price qui avait été hué. Puis moi, j'ai dit d'emblée, savez-vous quoi? Si vous voulez pas qu'il réussisse, là, continuez de même, il réussira pas. Confirmé. Parce que il y a pas beaucoup d'humains qui peuvent tenir devant 22 000, 23 000, 20 000 spectateurs qui vont huer en même temps. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains que ça vient pas chercher. Sais-tu quoi? Il y a une période dans le monde de la course automobile, de la Formule 1, où tous les Québécois étaient rendus des fans.
Tout le monde tripait sur la F1. On mettait même notre cadran à 3 heures le matin pour pas manquer la course. Et le jour où Jacques Villeneuve arrête de gagner, ben c'est fini. C'est plus populaire. Ça marche pas. Les codes d'écoute sont beaucoup moins bonnes. Et il y a de moins en moins de partisans, de fans de la F1. À Montréal, les gérants d'estrade, parle-moi des gérants d'estrade sur le Canadien de Montréal, c'est infernal. Tu sais, là, il y a des gens qui ont des opinions sur tout, hein, mais vraiment sur tout. Ben, tout le monde, c'est ça. Et parle-moi des gérants d'estrade à Montréal. Tout le monde a une opinion sur le Canadien de Montréal. Des gens près de la scène, loin de la scène, très, très loin de la scène, ont une opinion. Puis à quelque part, Mario, c'est correct. C'est correct parce que l'entreprise, le Canadien de Montréal, génère beaucoup de revenus en temps de non-COVID. C'est une équipe qui, la dernière fois qu'ils ont pu présenter 82 matchs avec du monde dans Baptiste, c'est 245 millions qui ont été générés par ça. Alors, tu sais, beaucoup de gens qui ont de l'opinion sur le Canadien, c'est parfait pour la business, là. Tu sais, ça fait rouler la business, ça rend le billet plus rare parce qu'il y a une émotion qui s'attache à ça. Il y a un désir d'être là, d'être présent. Il y a un désir de regarder les matchs à la télé. Il y a un désir de les écouter à la radio. Tu sais, je le dis très humblement, là, mais Mario, on a fait des matchs à la radio où il y avait plus d'1 million de personnes qui nous écoutaient. Ouais. Il y a certains soirs où encore là, je le dis avec toute l'humilité que ça prend, là, mais le deuxième derrière nous était très loin derrière nous en termes de code d'écoute. Et ça, ben, c'est la passion des gens qu'ils ont pour le Canadien. Cette passion-là, faut pas qu'elle soit brisée. Mais juste, faut faire attention. Mais Martin, c'est quand même délicat parce que sur le million d'auditeurs qui sont avec toi pour le match, il y en a à peu près le tiers qui sont là pour les haïr. Moi, j'ai jamais vu ça dans le monde du sport. Non, mais tu comprends-tu? Et c'est la même chose pour la radio. Il y a des animateurs à la radio qui sont là pour générer justement du trafic et qui sont des fois peut-être un peu malhonnêtes intellectuellement. Mais il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont des fans, mais il y en a aussi une grande portion qui sont là pour les haïr davantage. C'est le lot du Canadien de Montréal. Ouais, puis moi j'ai toujours une chose qui m'a fasciné, Mario. Par exemple, ça m'est arrivé de faire des lignes ouvertes en remplacement de notre icône nationale Ron il y a quelques années. Puis ça m'est arrivé de le remplacer en plein milieu du mois de juillet pendant qu'il y avait une canicule dehors. Puis que là, tout à coup, il y a un petit sujet qui apparaissait, une rumeur quelconque pour le Canadien. Ils vont peut-être signer tel joueur. Il va peut-être arriver telle chose. Là, les lignes se remplissaient comme ça. Tu sais, tu as gagné ta vie longtemps avec la radio, là, quand tu regardes le téléphone, puis ça fait « Bloum! » Alors, je me souviens régulièrement, à cette époque-là, puis d'en entendre encore. « Oui, bonsoir, monsieur Alain de Montréal. Ah, moi, là, j'ai arrêté de suivre le hockey depuis 3 ans, monsieur McGuire. Terminé. J'ai débarqué de là complètement. » Alors, là, je parle à un auditeur qui me dit ça, sauf que cet auditeur-là a attendu 40 minutes en ligne avec son téléphone puis son verre d'eau puis mal assis parce que son fil de téléphone est trop court pour parler du Canadien. Alors, c'est ça que j'ai toujours trouvé formidable. Puis un des seuls endroits où j'ai retrouvé ça, c'est à New York pour les Yankees. Il y a cette amour-haine qui existe pour les Yankees. Il n'y a pas une fois où je me suis pas assis dans un taxi au moment où il y avait du baseball, là, parce que ça croise les saisons de hockey au début et à la fin de la saison, là. Puis il n'y a pas un moment où je me suis pas assis dans un taxi de New York avec un chauffeur qui est en maudit après Derek Jeter, qui dit « gang de loser ». Mais c'est la passion. C'est la passion qui parle. C'est juste ça. Un de mes grands chums, c'est Yves Racine, qui a joué pour plein d'équipes dans la Ligue nationale de hockey, qui a joué sous les ordres de Mario Tremblay, et puis il a créé un revirement en fin de première période, et puis il a pas joué en deuxième, puis il a pas joué en troisième, puis il a été échangé quelques heures plus tard, puis il a été dire à Mario Tremblay, est-ce que je suis le seul
qui a créé un revirement ce soir. Et c'était la fin. C'était la période où Mario avait le torse bombé, puis il a donné beaucoup d'émotions aux Canadiens. Et puis, je lui ai parlé de ça, mais il m'a parlé aussi beaucoup de l'arbitrage. Parce que tout le monde a des commentaires sur l'arbitrage. Et puis, il me dit, Mario, puis c'est de ça que je veux que tu me parles. Il me dit, ça va tellement vite, il y a tellement place à l'interprétation que ce jeu-là n'est pas arbitrable. C'est pas possible d'arbitrer ce match-là à la vitesse où ça se passe. Ce sont des humains, comme les joueurs, comme les coachs, comme les commentateurs. Alors, il y a des matins où ils se lèvent puis c'est pas évident. Il y a des affaires dans la famille qui rendent ça compliqué, des affaires dans la vie en général qui peuvent rendre leur job rendu au soir un petit peu plus compliqué. Je referme cette parenthèse-là, puis là, je reviens à leur travail sur la glace. Il y a une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est cette association entre les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Oui. Des fois, à la télé, ils ont l'air à se crier les pires bêtises de la Terre, mais c'est pas tout à fait vrai. Souvent, ces gens-là apprennent à travailler ensemble. Les arbitres, dans leurs intérêts, pour bien évoluer dans la Ligue, doivent trouver un lien avec les entraîneurs. Ils doivent trouver une façon de dealer avec un joueur qui est pas de bonne humeur. À l'inverse, un joueur, le meilleur exemple, c'est Brendan Gallagher. Gallagher arrive dans la Ligue nationale, il marchait peut-être un peu plus loin sur la ligne, là. Il a dépassé. À un moment donné, là, quand tu prends une coupe de pénalité en fin de troisième période, là, puis ça coûte des victoires à ton club, là, t'apprends. Oui. Alors, tu sais, quand tu as des choses à débattre, là, tu y vas en disant, monsieur l'arbitre, quand tu as juste 20 ans, puis après ça, quand tu croises l'arbitre assez souvent, puis que tu lui as témoigné un certain respect, même si tes émotions sont là, ben, tu peux l'appeler par son prénom, puis lui, il va te répondre par ton surnom. Là, la relation s'installe. Ce sont deux humains qui peuvent encore se tromper. Le joueur commet une erreur, essayer de la cacher versus l'arbitre qui peut voir quelque chose qu'il n'a pas vu comme il faut puis penser que c'est ça qui est arrivé. Mais ce que les gens savent pas, c'est que dans ce beau domaine-là, ça finit toujours par s'équilibrer. Oui, mais Martin, on regarde le football et puis le football, quand il y a une pénalité, il y a une pénalité. Tu comprends? Ils sont 72 à regarder le match, ils sont 72 avec une espèce de foulard, puis on appelle la pénalité. Dans le monde du hockey, rappelle-toi l'espèce d'expression, en troisième, ils mettent le sifflet dans leur poche. C'est une réalité aussi, Martin. On gère le match. On ne veut pas avoir la responsabilité de changer la nature de la victoire ou de la défaite. Ouais. C'est aussi un peu ça. Est-ce que ça a changé en 2021? Ça a changé un peu parce que, évidemment, les reprises vidéo ont fait en sorte que j'appellerais parfois les pauses arbitres ont un peu d'aide. Il y a encore des erreurs extrêmement coûteuses, là. Tu sais, je me souviens d'une en particulier où l'arbitre québécois Éric Ferlat, qui est un bon arbitre, un gars compétent, arbitre un match de séries éliminatoires. Puis Joe Pavelski, à une mise en jeu, se fait donner un double échec. C'est-à-dire que son vis-à-vis, Cody Aiken, lui, il se dit OK, je vais bloquer le gars en avant de moi, mais là, il bloque, là, puis il bloque avec son bâton à hauteur de la tête. Alors, Pavelski tombe sur la glace et on se souvient de l'image. La pénalité que Ferlat appelle, c'est 4 minutes. 4 minutes. Pendant ce temps-là, les Golden Knights de Las Vegas, 4 minutes en désavantage numérique, ont donné 3 buts. Et ont été ensuite éliminés. Alors, longtemps, écoute, la Ligue qui sent l'obligation de s'excuser auprès du propriétaire, M. Foley, propriétaire des Golden Knights, qui avait dépensé 650 millions américains 2 ans avant. Écoute, j'avais jamais vu ça. La Ligue s'excusait à un propriétaire, alors que le coup était un vrai double échec. Est-ce que c'était 4 minutes? Peut-être que ça aurait été 2. Peut-être 2. Mais en même temps, Mario, tant qu'on va mettre des humains dans une game, il va y avoir parfois des erreurs d'humains. Alors, il faut accepter ça parce que nous, dans notre travail, dans nos activités tous les jours, dans notre job de parent, dans notre job de conjointe, on en fait toutes des erreurs. Ouais. Puis ça, faut jamais oublier ça.
Martin, dans ta job, puis on le voit là dans les derniers jours, on a procédé à des congédiements et puis inévitablement, tu sais, le roi est mort, vive le roi, c'est un autre gang. Et puis quand tu as un job de coach, c'est pour te faire congédier. Ça a quand même duré plusieurs années avec Claude Julien. Et là, c'est étonnant. Hein? Puis je sais pas, je t'ai pas entendu à la radio, mais présentement, tous les matchs du Canadien, quand il y a un but en avantage numérique, c'est l'image de qui qu'on nous propose? Alex Burrows. De Burrows. Comme si, après 3h30, il avait changé l'attaque à 5 du Canadien. Et je me dis, c'est comme des patterns, mais on veut faire la démonstration, puis je sais pas si c'est ton ambition aussi, de montrer aux partisans qu'il y a une lumière au bout du tunnel. C'est ça qu'on est en train de faire présentement. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, j'ambitionne pas de montrer l'espoir aux partisans. Je vais montrer les choses, encore une fois, à la radio, montrer, c'est à travers mes yeux et ensuite mes mots. Je vais montrer les choses que je vois avec mon niveau de compétences. J'ai un analyste à côté de moi qui, je pense, est le meilleur dans le business. Là. C'est pas parce que c'est mon chum, mais je pense que c'est le meilleur, qui a des mots pour montrer également dans son rôle d'analyste. Après ça, les gens vont décider. L'autre affaire par rapport aux entraîneurs, ça, c'est une autre chose que les gens sont peut-être un peu moins au fait, mais vous savez que le salaire de base pour un coach en chef de la Ligue nationale maintenant, là, c'est 1 million de dollars. En bas du million de dollars, c'est un non-respect. C'est un coach en chef qui gagnerait pas 1 million, là, il est vraiment pas respecté par ses employeurs, puis c'est quelque chose qui s'évite dans la business, là. Alors, je ferme la parenthèse de la rémunération, parce qu'il n'y a pas juste ça. Mais quand même, ces gens-là sont placés dans des emplois à risque, ils le savent, et je dirais qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les entraîneurs ont une approche très différente. Les entraîneurs ont des agents et ils négocient. Claude Julien, quand il a reçu l'appel de Marc Bergevin, il venait de perdre son job à Boston, ça faisait à peine 15 heures qu'il avait été congédié à Boston. Quand Marc Bergevin l'a appelé, là, Claude Julien a dit, écoute, ça va coûter 5 millions américains par année parce que c'est ça que les Bruins me payaient. Alors, en bas de ça, je vais rester chez nous. Alors, tu sais, les entraîneurs, puis on se réjouit pas de voir quelqu'un perdre sa job, mais le roi est mort et vive le roi, c'est assimilé maintenant chez les coachs. La preuve de ça, Claude Julien, une semaine et demie avant son congédiement, a dit, il y en avait un avant moi, puis il va en avoir un après moi. Il a dit ça une semaine et demie avant d'être congédié. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mario, ces gens-là, quand ils partent, généralement, ils vont partir en serrant la main. Là, c'est pas des poignées de main chaleureuses, mais c'est une marque de respect. Ils serrent la main, ils s'en retournent à la maison, puis c'est dans l'auto, en s'en allant à la maison, qu'ils vont laisser aller leurs émotions. Mais parce que c'est une business où les emplois sont rares, tu veux survivre, tu veux avoir un autre coup de téléphone, puis il faut que tu fasses attention. Alors, c'est un peu ça maintenant. Je dirais pas que les entraîneurs sont devenus des mercenaires, mais ils ont changé leur approche. Est-ce que c'est une des qualités importantes des entraîneurs d'être craints par ses joueurs? Puis je veux pas parler de Torto, là, mais c'est l'impression que j'ai. Parce que, tu sais, Larry Robinson, là, quel bon gars. Et tu sais, il me connaît pas. Puis si je lui demandais 10 piastres, il me passerait 20. Tu comprends? Il y a de ce genre de monde-là qui sont trop gentils, sont trop fins. Et dans le monde du hockey, quand tu t'occupes de l'équipe, quand tu t'occupes de brasser, parce que c'est entraîneur, mais c'est en même temps philosophe, c'est responsable de la garderie, c'est responsable de l'ego de tous les joueurs. C'est quoi la qualité que ça prend pour être un bon coach en 2021? La principale qualité, humilité. Ah oui? Humilité parce que puis Mario, c'est une qualité qui doit exister chez tous les gestionnaires aujourd'hui. Si tu n'as pas un certain niveau d'humilité, va pas diriger des gens. Ça va être trop dur. Ça va, tu sais, tu vas créer des fractures avec les gens, alors que maintenant, il faut que tu crées des liens.
Il faut que tu puisses être capable d'entrer en communication avec eux. Et les coachs de la Ligue nationale, là, je pense que, d'après moi, dans la business actuellement, un des très bons coachs, c'est John Cooper avec le Lightning de Tampa Bay. Ouais. John Cooper, puis il y a quelqu'un de l'organisation du Lightning qui m'a dit, il dit, nous autres, c'est pas bien compliqué. Benoît Groulx, qui est l'entraîneur de notre club école, lui, c'est le méchant. C'est-à-dire que c'est le gars qui forme la relève. Lui, il ramasse des gars qui arrivent du junior. Puis s'ils se ramassent ça, c'est parce qu'ils ont été des vedettes, ils ont eu du succès dans le junior. Alors, quand il arrive avec Benoît Groulx dit « Hey, mon chum, voici comment ça va fonctionner. Même je pourrais-tu? Non, tu m'as pas compris. Ça va fonctionner comme ça. » Mais quand les joueurs arrivent dans le grand club et qui ont affaire à John Cooper, c'est différent. John Cooper, lui, il prend un joueur qui est prêt pour la Ligue nationale. Alors, il faut qu'il en fasse son allié. Il faut que ce que Cooper ait à vendre, ce soit intéressant pour la personne qui est assise en avant de lui. Alors, il agit différemment. Il va faire un peu de politique parce que lui, il a beaucoup de bons joueurs dans son équipe. Des fois, il va être capable de rouler avec les coups, puis ce qui va se passer. Puis il y a un gars qui dit « Hey, moi, je suis pas... » Ouais, puis moi, je suis pas trop mis en valeur, là, coach. Tu sais, je pense que je pourrais t'aider un peu plus si tu m'aidais. Ah oui? OK, je vais essayer de t'aider. Tu sais, c'est de même qu'on travaille maintenant. Au lieu de dire, hey, moi, coach, j'aimerais avoir le numéro 15. Ah ben, écoute, je t'ai échangé à Verdun. Ils l'ont le 15 pour toi. Tu sais, puis même au niveau junior, je suis convaincu que si tu t'assoyais avec Patrick Roy, là, je pense que Patrick Roy fait pas mal plus de politique aujourd'hui qu'on n'en a jamais fait avec lui avant, même avec lui. Ouais. C'est la nature des choses. Puis... Tu parlais d'humilité. Est-ce que Joël Bouchard pourra, parce que pour accompagner des gens en devenir, il est formidable. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est un personnage. C'est quelqu'un qui est drôle. C'est quelqu'un qui est attachant. C'est quelqu'un qui est généreux. Est-ce que l'humilité pour monter en haut? Moi, je pense que c'est un homme qui a plus d'humilité qu'on pense. Tu sais, c'est un gars qui projette une grande confiance en lui. Il a confiance en lui. Puis l'affaire, tu sais, il faut pas mélanger humilité et confiance parce que tu te présentes devant, je sais pas moi, 23 entreprises dans ton équipe. Là, ce sont toutes des petites entreprises. Il faut que tu sois sûr de toi. C'est la meilleure ligue de hockey au monde. Quand tu te présentes devant eux, là, si tu as une faille, ils vont la trouver. Puis peut-être qu'ils vont moins te respecter si ta faille est trop grande. Alors, il faut quand même que tu sois capable d'imposer. Ça, Bouchard, je pense qu'il a les qualités pour faire ça. Après ça, ça devient de l'essai-erreur, comme pour n'importe qui. Vivre des expériences, savoir comment on deal avec les coups, puis OK, ce coup-là, je l'ai eu. Là, je vais prendre exemple sur ce que j'ai fait cette fois-là. Ce coup-là, je l'ai moins eu. Tu sais, il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont dire avec lui, je me suis trompé. Avec lui, par contre, j'ai vu clair. Mais avec lui, je me suis trompé. Alors, à l'avenir, quand je vais rencontrer un lui, je vais agir différemment. Puis je pense que Bouchard sera pas différent de ça. Est-ce qu'il aime parler aux médias? Oui, il aime ça. Dans sa job, dans un milieu médiatisé comme les marchés canadiens, ça sera pas un défaut. Mais encore là, il faut que ce soit utilisé de la bonne façon. C'est sûr que parce qu'il y a des matchs présentés, tous les matchs sont présentés à la télé, tous les matchs sont présentés à la radio, tous les matchs ont un avant-match, tous les matchs ont un après-match, tous les matchs ont des heures. Ben, oui, c'est impressionnant. Donc, ça crée ça prend des points de presse. Ça prend des commentaires du coach, ça prend des commentaires des joueurs, ça prend des commentaires de ceux qui veulent bien se présenter devant les journalistes parce que quand tu as connu un mauvais match, t'as pas envie d'aller te faire couper la tête devant tout le monde. Et il y a quelques mois, il y a un journaliste de TVA Sport qui dit à Claude Julien, Claude, j'ai pas le choix, faut que je te pose la question, tu m'aimeras pas, mais je dois te la poser. Et Claude Julien a répondu, de toute façon, je t'aime pas d'abord, je t'aime pas de toute façon. Fait que tu peux me la poser, je t'aime pas. Tu sais de qui je parle, c'est sûr. Est-ce que la relation avec les journalistes, est-ce que vous êtes capable de vous lier d'amitié ou on se rend pas là, mais il y a un respect? Est-ce que c'est le respect ou il y a de l'amitié? T'as-tu le numéro de téléphone de Claude Julien? Oui, mais
je l'appelle, je vais l'appeler juste si j'ai vraiment, vraiment besoin de l'appeler. Tu comprends? Est-ce que tu l'as appelé dans les derniers jours? Non. Non. Non, mais je vais le faire. Ça dépend de chacun. Pourquoi tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait encore parce que moi, je considère que c'est pas ma job de le réconforter ou quoi que ce soit. Ouais, mais à un moment donné, je vais lâcher un coup de fil puis je vais dire, Claude, tu as été généreux avec moi pendant X nombre de saisons. Puis tu as été respectueux. Lorsque j'ai eu des questions à poser, tu m'as respecté dans mon travail, les réponses que tu as données et tout ça. Alors voici pourquoi j'ai apprécié les moments où j'ai eu à te côtoyer professionnellement. Mais Mario, aujourd'hui, des liens d'amitié avec ces gens-là, c'est pas possible. On peut avoir certaines affections, on est humain, là, avec un plus qu'un autre, des affinités, là, mais ils sont dans un monde, on est dans le nôtre. Et je m'en suis souvenu, puis je m'en suis aperçu vraiment souvent, parce qu'à un moment donné, c'est arrivé que des joueurs ou des gens m'ont abordé puis on m'ont dit, hey, tu sais, tu m'as rentré dedans l'autre soir, là, tu sais, puis moi je pensais que tu étais correct. Ah oui, tu me trouves pas correct? Ben là, venir dire ça, OK, mais moi, je pense que ça, c'était ce qu'il y avait à dire. Ouais. Je me suis pas attaqué à toi personnellement. J'ai parlé de ton jeu qui est déficient et tout ça. Est-ce que tu es confortable? Ça va-tu bien par les temps qui courent? Ouais, ça va. OK, ben voilà. Voilà le rôle que moi j'ai. Et toi, le rôle que tu as comme athlète, tu es de l'autre côté. Alors, chacun a sa façon de voir les choses, mais moi, ma façon, ça a été ça. J'ai des amis dans la vie qui sont pas des joueurs de hockey. Je dis pas qu'un jour, je pourrais pas avoir un ami joueur de hockey ou entraîneur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais dans l'exercice des fonctions, ces affaires-là sont difficiles. Puis même les athlètes aujourd'hui sont conditionnés à nous voir comme étant des gens qui font partie de leur environnement et qui doivent être placés au bon endroit. Parce que c'est pas parce que tu as des affinités avec quelqu'un que tu es obligé d'arrêter de dire la vérité. Mais d'ailleurs, on pourrait te le reprocher. On pourrait te le reprocher, Martin, d'avoir cette amitié-là et de tourner des coins ronds quand il y a un mauvais jeu qui se fait, quand c'est la faute du joueur, d'éviter d'en parler. On pourrait vraiment te reprocher ça. J'ai aimé ça tantôt quand tu me parlais de la sortie de Bob Gainey concernant la Brisebois. J'ai vraiment aimé ça. Et je me disais, parce que il y a eu quand même des décisions importantes avec le Canadien de Montréal. Le choix entre Halak et Price, le départ de Piquet puis l'arrivée de Shea Weber. Tout le monde avait une opinion et tout le monde était contre l'idée d'éliminer Piquet et jamais ni un joueur, ni un entraîneur, ni le directeur général, ni le propriétaire a été à la défense de Piquet. C'est une bébite. Dans la vie, dans le sport, dans la radio, dans la télé, il y a des gens qu'on appelle un mal nécessaire. Tu comprends? Ils nous tapent ses nerfs, mais ils ont du talent. Ils font vendre des tickets, ils font vendre des gilets, ils font vendre des produits dérivés, ils font vendre des hot dogs, mais à un moment donné, c'était trop avec Piquet. On sait, on a des informations, Martin, mais si on savait ce que toi, tu savais, on pourrait faire 2h30 de podcast. Écoute, Piquet-Souban, moi, j'ai trouvé ça un petit peu triste quand il est parti parce que il y avait beaucoup le Canadien à cœur. Et je sais que quand il a pas été, il a pas réussi à être le même joueur depuis qu'il est parti de Montréal. Non. Parce que je pense qu'il y a eu une peine d'amour, ce gars-là, par rapport à Montréal, par rapport aux Canadiens. Après avoir dit ça, moi, je pense qu'il y a des deux côtés. Est-ce que les gens qui l'ont dirigé durant cette période-là l'ont bien compris? Ont bien vu le genre de personne qu'il était avec ses bons et ses moins bons côtés? Je suis pas sûr qu'ils ont eu une bonne lecture. À l'inverse, est-ce que Piquet a toujours bien fait pour qu'on le comprenne bien? Pas toujours, Mario. Pas sûr. Non, mais Martin, la fin d'un match où le Canadien gagne, et puis Piquet, puis Carey qui se donne 3 coups dans le mitaine d'un puis de l'autre, puis pardon, c'était quelque chose qu'on aime voir, Martin. Oui.
Oui, oui. Les spectateurs mais aiment ça, les téléspectateurs aussi, et qu'on aille voir Piqué, puis on lui dit, Piqué, je suis désolé, mais je veux plus que tu fasses ça. Pourquoi? C'est quoi la raison? Ben, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, là, qu'on n'a pas tout le temps bien agi avec lui, là, ça, entre autres, tu sais, pour moi, c'était pas ben important, cette affaire-là. C'était un truc sympathique. Mais par contre, le meilleur commentaire que j'ai entendu sur Piqué Souban, après son départ de Montréal, c'est Carey Price qui me l'a fait. Il m'a dit, Piqué était adorable. Mais il a dit une chose, parce que physiquement, quand il a dit ça, il était dans le vestiaire. Ouais. Il a dit, ce qu'il y a ici était moins important pour lui que ce qu'il y avait là-bas. Là-bas en disant, à l'extérieur du vestiaire, à l'extérieur de l'équipe, à l'extérieur de l'aréna. Et ça, dans un sport collectif, Mario, comme le hockey, qui a encore certaines barrières, que ce soit bon ou pas bon, là, mais le hockey, ça marche de même. Ouais. Tu peux pas nécessairement être plus gros que la game ou te penser tout le temps plus gros que la game. Tu peux être plus gros que la game certains soirs, mais pas tout le temps plus gros que la game. Et il y en a à qui ça fichait absolument rien, puis il y en a que ça dérangeait. Puis, écoute, ça a été la même chose à Nashville. Ouais. Tu sais, à Nashville... Martin, juste le regard de Plekanec, juste le regard de Markov sur les agissements, sur le fait qu'il lui frottait à la face avec son gant, ça voulait tout dire. On se doutait bien que c'était une question de temps. Dans le monde du football professionnel, par contre, il y a des gens, il y a des joueurs qui ont l'impression et qui donnent l'impression qu'ils sont plus gros que leur sport. Ça existe vraiment dans le monde du football, des extravertis qui continuent à vendre des tickets. Mais tu sais, le joueur qui va vendre des tickets, qu'il soit un joueur de football, de baseball ou même un athlète individuel, un joueur de tennis, là, certains comportements vont être tolérés tant et aussi longtemps que les victoires, les résultats sont là. Quand les résultats sont plus là, les comportements extravagants, les comportements qui sortent de la boîte un peu, sont un petit peu moins tolérés. Tu sais, les gens qui font ça doivent savoir qu'ils se placent sur la ligne de feu. Quand tu veux sortir du lot, quand tu sors du lot, quand tu veux t'exprimer, quand tu veux avoir une couleur très différente des autres, il faut que tu saches que la journée où ça va mal aller pour toi, on va tirer à boulet rouge sur toi. Il faut que tu saches ça. Ouais. Il faut que tu puisses être capable de doser ça. Est-ce que Piqué a toujours dosé? Je suis pas sûr. Puis ça l'a rattrapé. Mais je pense que si on s'assoyait avec le jeune homme, parce que c'est un jeune homme intelligent, Piqué Souban, peut-être que quand il aura terminé sa carrière, il se dira, OK, s'il y avait eu ça, peut-être que je serais encore à Montréal. Puis en même temps, là, l'histoire de cet échange-là, la vraie histoire de l'échange, elle n'est pas connue de beaucoup de monde. Mais parle-moi parce que la vraie affaire là-dedans, la vraie affaire, c'est que ça a commencé par une question d'argent. La vraie chose pour Piqué Souban. Et ça n'a rien à voir avec Piqué. Ça a plutôt à voir avec Weber. Weber arrivait à une étape de son contrat où on devait lui verser en boni 7 millions de dollars américains. Tac! Comme ça. Son contrat était structuré comme ça. Oubliez pas, c'est pas un contrat de Nashville qu'il y avait, c'est un contrat de Philadelphie, une offre hostile que les propriétaires de l'époque des prédateurs avaient été obligés de signer, là, quasiment comme ça. Là. Ils voulaient pas la signer, cette entente-là. Ils l'ont signée. Ouais. Exactement. Alors, à un moment donné, à Nashville, les finances n'ont pas toujours été très roses. Alors, tu sais, là, le 1er juillet, quand il faut que tu fasses un chèque de 7 millions américains, puis que les coffres sont vides parce que tes billets de saison sont pas tout à fait renouvelés et tout ça, à un moment donné, ça devient lourd. Et là, les prédateurs arrivent en série, puis sont supposés gagner, et ils perdent. Ils sortent prématurément des séries. Alors, Marc Bergevin a saisi l'opportunité. Lui, il apprend que le chèque de 7 millions au 1er juillet commence à peser lourd. Alors, il prend le téléphone, il appelle David Poile, puis il lui dit, tu sais ce que je t'ai parlé il y a 1 an, là, serais-tu prêt à le faire?
Ça Alors serait là. Les Prédateurs viennent d'être éliminés prématurément. Il y a le chèque qui arrive. Alors David Poile dit oui. Parce que le contrat de Piquet s'en vient chez nous. C'est ça. Parce que le contrat de Piquet-Souban n'est pas structuré comme ça. C'est cher, c'est beaucoup d'argent, mais il n'est pas structuré comme celui de Weber. Ouais. Alors ça, c'est une histoire importante dans l'échange que peu de gens connaissent. D'abord et avant tout, Souban et Weber, ça a été un échange d'affaires. Un deal d'affaires. Martin, j'entends que tu mets de l'importance sur le côté humain, essai-erreur. Marc Bergevin, probablement, tout de suite après Danny Turcotte, tout le monde en parle, c'est les gars les plus visés par tout le monde. On est toujours en train de remettre en question. Faut quand même admettre qu'il a fait des super bons coups. Il a fait du travail colossal et c'est le prochain. Et c'est pas un cave. Il sait. Certaines informations nous permettent de croire que Los Angeles l'attend à bras ouverts. Il passerait ses journées en gogoune et puis il serait pas obligé de déglacer les vitres de son char. Los Angeles, c'est une option. Mais il déglace pas de toute façon, là. Il ne déglace pas, non, tu as raison, mais tu comprends le contexte, c'est pas pareil. Oui, je comprends. C'est vraiment pas pareil. Est-ce qu'à un moment donné, il va avoir un trop plein? Est-ce que Marc Bergevin va dire, écoutez, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je vous dis, je vais essayer de m'ennuyer de vous autres. OK, merci, bye-bye. OK. Comment je répondrais à ça? Premièrement, ces gens-là sont tributaires des résultats. Ils ont de bons résultats, ils restent. Ils ont de moins bons résultats, ils s'en vont. Marc Bergevin a joui d'une grande confiance de Jeff Molson. Exact. Il est, selon moi, dans l'histoire du Canadien, et l'histoire, elle est riche, elle est longue. Il est, selon moi, dans toute l'histoire du CH, plus de 100 ans d'histoire, le dirigeant à qui on a donné le plus d'opportunités de se reprendre. Parce que dans son parcours, il a bâti, débâti, là, je le mets entre guillemets, là, il a pas fait exploser l'équipe parce qu'il voulait juste comme ça, là. Bon, mais comprenez-moi, là. Il a bâti et débâti 3 fois pendant son mandat. Il n'y a pas aucun directeur général des Maple Leafs. C'est ça. Non, il n'y a pas aucun directeur général à Toronto qui a eu cette corde-là. Il n'y a pas personne qui a eu cette corde-là à Vancouver. Prenons les marchés chauds, là. New York, à Chicago. Il y a pas beaucoup de monde qui ont eu cette marge de manœuvre-là dans un marché aussi chaud, aussi médiatisé. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut le sacrifier pour le sacrifier. Mais Marc Bergevin sait très bien que c'est une business de résultats et que là, on lui a donné beaucoup de chance. Mais cette année, Mario, il faut que ça marche. Parce que, encore là, il y a un aspect financier à tout ça. Marc arrive à la fin de son contrat. Il faut pas oublier que l'entreprise canadienne, qui compte la branche spectacle, qui est une branche très importante de l'arbre financier que détient M. Molson, l'entreprise a fait 0 revenu depuis le 12 mars 2020. Là, on commence à faire des petits revenus, mais ça paye même pas tout à fait les dépenses au moment où on se parle, là. Du hockey, pas de spectateurs, c'est pas très payant. Alors, je reviens à Marc Bergevin, il sait tout ça. Et Mario, je reviens aux entraîneurs, ce sont des gens qui sont bien payés, très bien payés, pour accepter les risques qui viennent avec leur métier. Ouais. Ma blonde qui s'intéresse au hockey parce que je suis intéressé par le hockey, c'est rare qu'elle écoute les bulletins d'information, mais les premiers points de presse du nouvel entraîneur du Canadien de Montréal, pour elle, ça se peut pas. Mais il savait-tu qu'il était pour s'adresser comme ça aux partisans, aux journalistes? Les premières fois où on le voit travailler avec son regard, où on se dit, on doute pas de ses capacités, on doute pas de ses qualités, mais au niveau du communicateur, ma blonde a dit, on dirait qu'il est possédé du démon. Les premières réactions que vous avez eues, Martin, en voyant le nouvel entraîneur du Canadien de Montréal, ça a été quoi? Moi, je connais Dominique Ducharme. C'est un gars très intelligent. C'est un gars organisé. C'est un gars structuré.
c'est un gars cérébral plus qu'un émotif. Alors, quand il parle, quand il pense, puis c'est drôle parce que dans une conférence de presse, c'était probablement sa deuxième ou sa troisième là, comme entraîneur-chef. Avant que ça commence, il a dit, et ça, vous ne l'avez pas entendu, je vous le communique aujourd'hui, il a dit, j'ai fait un deal avec mon directeur des communications qui est Paul Wilson et il va me laisser terminer mes phrases. Parce que pour moi, c'est important de vous expliquer ma pensée. Alors, on venait, par cette phrase-là, on venait de comprendre un peu la nature de cet homme-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime s'expliquer, il aime mettre des détails dans ses phrases. Poser. Et le reste, ben, c'est, on le connaît, on l'apprivoise, on l'aime ou on l'aime pas. Tu sais, je pense, puis oubliez jamais une chose, là, en termes d'espace médiatique, le coach du Canadien est aussi vu au Québec que le premier ministre. Non, je sais. Il y a rien c'est vraiment impressionnant. Mario, il n'y a rien au monde qui prépare un coach de hockey à vivre ça. Il n'y a rien au monde. Quand on analyse là. Martin, on va finir avec ça. Quand tu étais TQ, c'était qui ton modèle? T'as appris et t'as aimé ce métier-là en écoutant quel descripteur dans le monde du hockey? Est-ce que ça revient encore à René Le Cavalier? Est-ce que qui a été le meilleur avant toi? Mario, le meilleur avant moi. Mais il y en a un paquet. Moi, je suis un produit d'un paquet. Le meilleur. Martin McGuire, le meilleur. Le meilleur. Toi. Le meilleur. Tu n'iras pas en prison si tu te trompes, là. Non, mais c'est pour moi. Tu me demandes le meilleur pour moi. J'ai grandi à Québec. Alors, mon enfance, ce que je t'ai raconté tantôt, a été imprégnée par écouter les Nordiques d'abord et avant tout. Ouais. Et pour moi, le meilleur était André Côté. Ouais. Là, je t'ai surpris peut-être parce que tu t'attendais pas. Non, c'est vrai que c'est un nom, c'est vrai que c'est un bon. C'est vrai que c'est un bon. Moi, j'ai beaucoup aimé André. J'ai beaucoup aimé Jacques Moreau pour certaines choses qu'il y avait dans sa game. J'ai beaucoup aimé Monsieur Garneau, Monsieur Le Cavalier. Ouais. Tu sais, j'ai entendu des vieux tapes de Monsieur Normandin. Non, qui a fait les matchs du Canadien à la radio. Moi, j'étais pas là, écoute. Mais j'ai entendu des tapes de M. Normandin. Ouais, puis parce que son fils, un jour, m'a envoyé une lettre pour me dire que je travaillais un peu comme son père. Wow! Puis j'ai entendu les tapes, puis c'est vrai. Tu sais, moi, je travaille pas comme M. Le Cavalier. M. Le Cavalier a été un exemple. Tu sais, il a inventé un vocabulaire, mais d'autres ont mis la couleur. Mais si tu me demandes d'emblée, celui que j'ai aimé le plus, à cause de l'enfance puis du background, c'est André. Puis je pense qu'André a jamais eu vraiment le crédit pour la qualité du job qu'il faisait. En plus. Ouais. Tu sais, comme notre ami René Potier. Notre ami Potier a été extraordinaire à la radio du Canadien. Puis aux Jeux olympiques, là, dans la piscine, là, avec Michael Phelps puis M. de Coninck à côté de lui, là, probablement un des beaux duos de commentateurs qu'on n'a pas eu au Québec. Moi, je suis le produit d'un paquet de monde, Mario. Martin, en terminant, est-ce que je sais que ta job, c'est un plan A. Je remets pas ça en question. C'est pas une sous-job que tu as. Mais, tu me vois venir, est-ce qu'un jour, tu vas faire la description des matchs à la télé comme plan A, mettons, plan A plus ou moins, là? Est-ce que dans ton plan de carrière, Martin McGuire souhaiterait être à la télé? Aïe. OK. Ça s'est présenté pour moi, mais au mauvais moment. Au mauvais moment parce que le timing était pas là, contrat et tout ça. Ça s'est jamais présenté devant moi quand c'était le temps. Ça s'est présenté quand c'était pas le temps. Puis moi, Mario, je suis un gars fidèle. Fidèle avec ses amis. Ma vieille gang de chums à Gifford, là, dans la banlieue de Québec, là. J'étais encore en contact avec eux, là. On fête nos 50 quelques années, là, puis on se parle encore. Je suis un gars très fidèle et loyal.
Alors, quand quelqu'un me fait confiance, puis on a un mariage, je reste dans ce mariage-là jusqu'à ce que le mariage se termine. Mais là, pour l'instant, avec l'entreprise pour laquelle je travaille, le mariage, il continue tout le temps. Alors, ça, c'est un fait. Mais j'ai goûté à la télé avec les Jeux olympiques de Sochi, entre autres. On a eu, Danny et moi, le plaisir d'aller là-bas et de faire les Jeux olympiques à la télé, à Radio-Canada. J'espère qu'on va avoir une autre chance de travailler ensemble. Puis, si je fais de la télé un jour, j'aimerais que ce soit avec Danny. Mais en même temps, c'est vraiment pas obligé d'arriver parce que je suis passionné par ce que j'appelle la petite boîte. Moi, la radio, c'est la petite boîte. Je suis encore très passionné de ça. Puis, je vois pas la radio comme quelque chose de si je pouvais avoir la télé, mes ambitions seraient comblées. Puis en plus, là, ce qui est formidable là, dans notre job à la radio, c'est que nos meetings sont tellement pas longs, là. Danny et moi, là, c'est nous autres qui décident. Puis être bien avec les gens avec qui tu travailles, ça a un prix important. C'est dur à mettre. Tu sais, te lever le matin et aller travailler avec des gens que t'aimes, Mario, là. Ça t'est arrivé probablement dans ta vie, je le sais, parce que t'es un gars, tu sais, t'es branché sur tes émotions quand on te connaît un peu. On n'est pas intime, mais on peut voir ça assez facilement. Puis quand t'es avec des gens que t'aimes, là, ça fait une différence énorme. Alors, faudrait que les planètes soient vraiment bien alignées. Martin, le nom d'un joueur qui a été un exercice où c'est passé par la douleur. Mais par la douleur, tu as dû pratiquer de peur de le prononcer tout croche. Quel est le nom d'un joueur dans ta carrière à la description des matchs qui a été... Tu souhaitais même qu'il soit blessé le soir des matchs. Qui a été difficile à prononcer? Nokelainen. Nokelainen. C'est un joueur de soutien, de 4e trio, un Finlandais. Il a joué pour Boston, pour une coupe d'équipe. Vraiment un joueur de soutien. Puis à un moment donné, le Canadien le ramasse. J'ai dit, oh non. Il va être là presque tous les matchs. Puis des fois, c'est pas la complexité du nom. Il y a des noms qui rentrent pas dans ton cerveau. Et Nokelainen ne rentrait pas. Puis écoute, là, pendant au moins là 20 matchs où il a joué avec le Canadien, j'étais obligé de prendre un gros feutre noir, puis écrire son nom en gros, puis coller ça juste en haut de moi, là, sur la poutre du studio au Centre Bell, là. Je sais pas. Lui, ça entrait pas. Ouais. J'ai décidé d'appeler mes podcasts Mario Grenier aime. Et je vais terminer en disant Mario Grenier aime Martin McGuire. C'était un plaisir à date, là. C'est le plus long podcast qu'on a fait. On s'approche de l'heure de diffusion. Ça va être diffusé bientôt. Et puis, je te remercie pour ta générosité. Je te remercie pour ton temps. Parce que hier, il y avait un match. On est rendu à 4 matchs par semaine, Martin. Tu forces la face. C'est vraiment de la job de ce temps-ci. Et merci de nous faire apprécier le monde du hockey. Et je suis encore le plus grand fan de ce jeu-là. Martin McGuire, on se dit à bientôt. Merci de ton temps. Merci beaucoup, Mario Grenier. Salut mon chum, bye.